à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'update lecture du mois de mai. Donc en mai, j'ai lu de manière complètement irrégulière, mais au final, j'ai lu quand même 11 livres, dont 3 audiobooks, puisque à la fin du mois, j'avais vraiment du mal à me concentrer, à trouver du temps pour me poser pour lire avec un livre physique. Et c'est vraiment les audiobooks qui ont sauvé la fin de mon mois. Puisque vraiment le fait de pouvoir faire autre chose en même temps m'a permis de pouvoir quand même lire malgré un mois assez chargé. Donc parmi ces 11 livres, on a des lectures très variées et je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai commencé le mois avec Witches, Witch Hunting and Women de Silvia Federici, que j'ai lu en VO. Je ne sais pas s'il a été traduit, j'ai pas regardé, j'avoue. C'est un essai féministe qui fait le lien entre les chasses aux sorcières et le capitalisme. C'est un lien que je n'avais jamais exploré jusque-là, donc j'ai trouvé ça très intéressant, même si ça a été quand même assez complexe. C'est une lecture que j'ai trouvée quand même bien dense, avec beaucoup d'informations et des choses assez compliquées. Mais le fait qu'il soit assez court m'a permis de pouvoir aller jusqu'au bout en étant vraiment à fond dans ma lecture et en apprenant énormément de choses. Silvia Federici, c'est l'autrice de Caliban and the Witch, qui est beaucoup citée dedans. Donc je pense que ce livre est plus à lire après avoir lu Caliban and the Witch, puisqu'il y a pas mal de références, mais il se lit quand même indépendamment, puisque j'ai pu le lire et comprendre tout ce qui a été expliqué dedans. Mais ça aurait peut-être été un poil plus simple si j'avais lu Caliban and the Witch avant. Donc je compte vraiment lire Caliban and the Witch bientôt ou un jour, parce que je ne l'ai pas dans ma palle, donc ce sera plutôt un jour, mais je compte vraiment le lire parce que ça m'a beaucoup intrigué ce qui en est dit dedans. Et j'aime beaucoup la manière dont l'autrice parle ici des femmes, des chasses aux sorcières, de la violence, de l'Europe, du Nouveau Monde, de beaucoup de choses, de l'Afrique aussi. Elle aborde énormément de sujets. La manière dont elle met en avant l'augmentation de la violence faite aux femmes en parallèle de la montée du capitalisme est très intéressante. C'est une approche que j'ai trouvée très instructive. Clairement, je pense que c'est le genre de livre qu'il faudra que je relise par petits bouts pour mieux comprendre, parce que comme je disais, les notions de capitalisme ne sont pas forcément toutes évidentes pour moi. Il y a du vocabulaire ou certains concepts que je ne maîtrise pas complètement, donc il y a des moments où c'était pas complètement clair, même si j'ai bien compris dans l'ensemble le message de ce livre et que du coup j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Nuestros Nombres Olvidados de Carmen Pacheco et Laura Pacheco, qui est un roman graphique qui est absolument magnifique. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'était pour moi un moyen de me remettre à l'espagnol. Le fait que ce soit sous forme graphique rend les choses plus faciles. Et le côté féministe du message de ce roman graphique, bien sûr, aide. J'ai passé un excellent moment à travers les images de ce livre et à travers les différentes représentations de la femme à travers le monde et à travers l'histoire et à travers l'histoire de l'humanité. On nous montre vraiment toutes ces facettes de la femme. Donc la femme mère, la femme guerrière, la femme qui soigne, etc. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau et extrêmement bien amené. Toutes ces femmes à qui on enlève leur nom à force de leur en donner des nouveaux et qui se recréent une identité. C'est très beau et c'est très puissant. J'ai ensuite lu Clap When You Land de Elisabeth Acevedo que m'a prêté Marie il y a une éternité, ça doit bien faire un an, donc il était grand temps que je le lise pour pouvoir le lui rendre. Et c'est chose faite. J'ai enfin lu ce roman qui est en fait écrit sous forme de poésie. C'est un roman écrit sous forme de poésie et j'en ai lu un seul ou deux peut-être sous ce format-là. Et j'aime beaucoup. Dans ce livre, on va suivre d'un côté Camino qui vient de République Dominicaine et d'un autre côté à New York, Yahaira, je crois, j'ai un peu de mal avec la prononciation. On va suivre ces deux jeunes filles au moment où leur père meurt. Elles vont découvrir que en fait elles ont le même père et que celui-ci leur a caché bien des choses. Et donc elles vont se découvrir sœurs. Et à travers la distance et leurs différentes histoires, elles vont se créer des liens, elles vont vivre leur deuil et elles vont apprendre à se connaître l'une l'autre. Et on va petit à petit découvrir leur histoire, l'histoire de leur père, comment elles en sont venues à vivre dans des vies aussi différentes l'une de l'autre tout en ayant le même père. Et j'ai adoré cette lecture, j'ai été vraiment prise dedans. On alterne les points de vue entre les deux sœurs et j'ai beaucoup aimé découvrir
les deux. Elles sont très différentes et pourtant il y a beaucoup de choses qui les rapprochent, qui les rendent semblables tout en les séparant. Et j'ai beaucoup apprécié le cheminement, l'évolution de leur mentalité quand elles découvrent le secret de leur père, quand elles découvrent l'existence l'une de l'autre. Et on voit aussi les vies très différentes qu'elles ont pu vivre. Donc Yaya avec son confort à New York et Camino en République Dominicaine qui vit donc dans un certain confort de par la position de son père, mais dans un lieu quand même assez pauvre et assez dangereux pour elle. Donc on voit vraiment cette opposition entre les deux, mais en même temps on voit vraiment ce qui les rapproche, les ressemblances qu'elles ont autant physiquement que dans leur amour pour leur père. Et donc à travers ces personnages et leurs proches, on va vraiment découvrir la nature et la force de ce lien. Et j'ai adoré cette lecture et je pense que je lirai très certainement d'autres livres de cette autrice. La plume m'a vraiment entraînée au fil des pages et je me suis attachée aux deux jeunes filles alors qu'elles sont toutes les deux très différentes. Ensuite, pour rester dans la poésie, j'ai lu The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur en anglais. C'est le deuxième recueil de poésie de cette autrice que je lis, puisque j'ai lu Milk and Honey il y a quelques années. Et son troisième recueil, Homebody, vient de sortir. Et comme je voulais les lire dans l'ordre, j'ai donc d'abord acheté The Sun and Her Flowers, que j'ai trouvé tout aussi beau et tout aussi puissant que le premier. J'aime toujours autant les illustrations qu'il y a à chaque fois avec les poésies. Je l'ai trouvé un petit peu moins sombre que le premier et un peu plus axé sur le développement, sur la manière dont on grandit. J'ai été beaucoup plus marquée par la dernière partie qui était Blooming. Je pense que c'est sur ce sentiment-là que je suis partie, puisque même s'il y a des poèmes qui sont assez durs, je suis vraiment ressortie avec ce côté très optimiste et très fleuri du fait que l'on se développe et que l'on avance dans la vie, que l'on grandit et que l'on s'épanouit. En très peu de mots, en fait, à chaque fois, l'autrice arrive à nous transmettre des messages assez puissants et c'est quelque chose que j'aime énormément. Et comme pour Milk and Honey, le message féministe est extrêmement puissant ici aussi. Ensuite, j'ai lu Elvira Time, le tome 1 Dead Time de Mathieu Guibé. Donc je vous en ai déjà parlé dans un vlog si je ne me trompe pas. C'est le premier tome d'une saga d'urban fantasy qui a énormément de références pop culture que j'aime beaucoup. C'est une ode à Buffy contre les vampires dont on retrouve tous les codes, on va dire, à travers ce personnage d'Elvira et des personnes qui l'entourent. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très divertissant, très amusant, ça se lit tout seul. Et les personnages sont assez clichés, mais c'est voulu. C'est vraiment dans le ton du livre, donc ça ne dérange pas du tout, au contraire ça rend les choses assez amusantes. Et voilà, si vous aimez les jeux de mots, n'hésitez pas, il y en a tout le long. Elvira a un humour assez particulier, donc si vous accrochez à cet humour, foncez, vous allez vraiment rigoler. Moi ça m'a bien amusé, j'ai passé un bon moment. Après, je l'ai lu en 2 fois. Je pense que c'est pas plus mal parce que peut-être que si je l'avais lu d'un coup, j'aurais fini par me lasser un petit peu de son humour. À lire en 2 fois ou en 2-3 fois, c'est parfait. Et c'est un bon moment sans prise de tête où on va suivre... Oui, j'ai oublié de vous parler de l'histoire. On suit donc Elvira Time qui est une chasseuse de vampires dans un monde où les vampires sont reconnus, on sait qu'ils existent, et certains sont même tolérés puisqu'ils sont en fait recensés auprès du gouvernement, et en fait elle chasse ceux qui ne sont pas recensés. Et donc au fil de ces chasses, elle va se retrouver avec des acolytes qui vont lui coller au basque, qu'elle le veuille ou non, et avec une prophétie qui parlerait d'elle, et donc avec des vampires assez trousses. Donc voilà, de l'humour, des vampires, et des ados qui de base n'ont rien à faire ensemble, mais qui se retrouvent à faire équipe pour notre plus grand plaisir. J'ai ensuite lu Ce qu'on oublie de Chloé Lume. Dans ce livre on va suivre Esther et Louis qui vivent dans une ville qui est à l'abri de la guerre qui a lieu un peu plus loin et dont tous les adolescents se retrouvent enrôlés pour la guerre à 17 ans. Esther approche de son 17e anniversaire. Louis étant aveugle, il est dispensé de participer à l'effort commun de la guerre et donc il est épargné. Tous les deux sont assez solitaires, Louis à cause de son handicap et Esther à cause de sa couleur de peau puisqu'elle est noire et donc elle doit faire face au racisme des gens de la ville. Et ils se retrouvent un petit peu par hasard à discuter ensemble et à briser cette solitude. Au fil de leur discussion, ils se rendent compte qu'il y a des choses un petit peu étranges qui se passent partout dans la ville, notamment des bruits que l'on entend mais qui ne sont liés à aucune action, comme par exemple le bruit des voitures qui passent sur la rocade alors qu'ils ne voient pas de voiture passer. Ils commencent donc à se poser des questions et à mener leur petite enquête.
et surtout de plus en plus à jouer avec l'idée de s'enfuir de la ville pour ne pas participer à cette guerre dont ils ne savent rien et dont les adultes ne peuvent rien leur dire de plus qu'un texte appris par cœur qui est le même que celui qu'ils apprennent à l'école. Donc vraiment les choses sont un petit peu louches tout autour d'eux, donc ils souhaitent s'évader pour comprendre ce qu'il se passe vraiment. Et j'ai été très prise dans cette histoire. On a des indices qui sont semés ça et là tout le long de l'histoire. On s'attache très vite aux deux personnages qui sont très différents mais qui attirent notre sympathie par leur solitude et par leur côté un peu mis au banc de la société pour des choses qu'ils n'ont pas choisies. Ce sont des personnages qui ne sont pas parfaits, qui sont très réalistes, qui ont leurs problèmes dans leur caractère, dans leur comportement, et qui vont se compléter et s'aider en fait à montrer une meilleure version d'eux-mêmes. Et j'ai beaucoup aimé ça, vraiment le fait d'être ensemble va leur permettre de s'épanouir et de se développer plus. Et c'est leur relation qui m'a apporté vraiment tout le long du livre, cette amitié entre eux. À travers ces personnages, on a donc le sujet du racisme et du handicap qui sont abordés. Mais ce n'est pas du tout le cœur du livre, ce n'est pas quelque chose qui va nous être répété toutes les 2 pages ou sur lequel on va insister. Ça va avoir un impact sur leur vie, sur leur quotidien, donc les sujets sont traités, sont abordés, mais ne vont pas prendre le dessus sur l'histoire, et j'ai bien aimé ça. Et j'ai bien aimé ça parce que ça veut dire que les personnages ne sont pas définis par ces caractéristiques-là, mais par leur personnalité. J'ai été vraiment happée dans l'histoire et il y a un énorme bouleversement à peu près à une centaine ou 150 pages, je sais plus exactement. C'est le genre d'histoire pour lequel je me plais à avoir pas mal de théories et essayer de deviner où est-ce que ça nous mène et où est-ce qu'on peut aller. Et en fait, au bout de 150 pages je crois, il y a une énorme révélation et j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Je ne l'ai pas du tout vu venir et j'ai adoré ça. Parce que ça change la perspective, ça change le point de vue et du coup ça change ce qui se passe derrière par rapport à ce que j'avais pu imaginer, tout en restant en fait dans le même ton. Donc voilà, c'était très bien amené, j'ai beaucoup aimé et j'ai aimé voilà, la suite derrière, l'impact que ça a et le message surtout que ça peut avoir notamment sur ce que signifie être humain et l'humanité en général. Donc ça a été vraiment une très bonne lecture qui m'a happée du début à la fin et j'ai tout adoré jusqu'à la conclusion. J'ai ensuite lu Untamed de Glennon Doyle que j'ai lu donc en anglais et que j'ai écouté en audiobook en fait. C'est un livre dont j'ai entendu parler dans un podcast de Brie Larson, donc comme je comptais faire une vidéo sur les lectures de Brie Larson, je me suis dit que j'allais prendre un petit peu d'avance et je l'ai téléchargé en audiobook. Et je me suis retrouvée à le lire, c'est une non-fiction, c'est une autobiographie, en fait elle parle de sa propre expérience et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, la manière dont, avec des anecdotes de son quotidien sur lesquelles elle va revenir, dans un ordre qui n'est pas du tout chronologique, elle va nous amener en fait des pistes de réflexion, de nombreuses pistes de réflexion et en fait elle va expliquer comment elle en est arrivée à bouleverser complètement sa vie et à réaliser beaucoup de choses sur comment elle avait été formatée sur ce qu'on attendait d'elle depuis son plus jeune âge en tant que fille. Elle parle de la manière dont la société a éteint certaines de ses qualités, l'a écrasée pour en faire ce qu'on attendait d'elle en tant que fille. Donc quelque chose qu'en tant que femme on connaît puisqu'on on voit depuis notre plus jeune âge les messages qui nous sont envoyés, voilà, on essaye de nous maîtriser et de nous formater et elle revient là-dessus, elle parle de sa propre expérience et de comment elle en est sortie à travers des exemples concrets et sans faux semblant. Elle ne ment pas sur la manière dont ça s'est passé, sur les difficultés, donc elle a quand même été alcoolique pendant un bon bout de temps, donc ça a été très difficile pour elle. Elle parle aussi de son divorce ainsi que de sa nouvelle relation avec une femme et comment elle a géré ça, comment elle continue de faire des erreurs aujourd'hui encore mais qu'elle se remet en question pour ne pas retomber dedans et pour vraiment vivre sa vie en étant elle-même. J'ai trouvé les messages très intéressants, il y a beaucoup de choses qu'elle dit et qui m'ont beaucoup parlé. J'ai beaucoup apprécié le ton qu'elle utilise, qui est vraiment celui d'une femme qui raconte et qui se livre, qui rigole de certaines situations, qui se moque d'elle-même, le tout en remettant en question toute la manière dont on est éduqué et l'impact que ça peut avoir. Et ça nous pousse en tant que lecteur, surtout en tant que lectrice, à se poser les mêmes questions et à remettre en question certaines choses et à essayer d'être plus en accord avec soi-même en se détachant un petit peu de cette éducation qu'on a pu avoir. Donc c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant et qui se lit, dans mon cas qui s'écoute, très facilement et qui a un ton
qui a un ton pas du tout moralisateur et pas du tout donneur de leçons, qui a juste un ton assez léger et en même temps profond. Ensuite j'ai lu La carte des confins de Marie Replin, donc Marie du compte Muffins and Books qui est une amie. Donc je suis ravie d'avoir son premier roman entre les mains. D'ailleurs j'ai une dédicace personnalisée. Donc on est sur un livre de piraterie, un young adult, où on va suivre Callie, qui est une jeune voleuse, qui croise la route de Blake, le capitaine de l'Avalon, un des bateaux pirates les plus renommés, et leurs destins vont se retrouver mêlés. Blake est à la recherche de la carte des confins, tandis que Callie, elle, fuit quelque chose de son passé, et voilà, les deux vont se retrouver entremêlés, et on va suivre bien sûr l'évolution de la relation entre Blake et Callie. Donc on a vraiment un enemies to lover, puisque la première action de Blake ça va être de trahir Callie, mais leur relation va vraiment évoluer. Le tout sur fond de piraterie. Alors je dis dans ce sens là parce que, alors, on est sur un bateau pirate, on a des pirates, on a toutes les histoires qui vont avec, mais c'est vrai que ce qui prend le dessus sur l'histoire, c'est vraiment la romance entre Blake et Callie. On suit leur point de vue à tous les deux. Le plus gros de leurs pensées sont orientés l'un vers l'autre. Voilà, on va pas se le cacher. Et je pense que c'est important de le savoir avant de le lire, parce que, alors en le lisant, en sachant ça, et ben j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment, je me suis... voilà, j'ai trouvé ça très divertissant, les pages je les ai dévorées, je les lus en peut-être 2 jours tellement j'étais prise dedans, et j'avais hâte de savoir s'ils allaient atteindre leur but, s'ils allaient enfin être ensemble, etc. Enfin voilà, j'ai aimé suivre leurs relations et suivre aussi leurs objectifs, qui sont différents l'un de l'autre d'ailleurs. Surtout j'ai adoré suivre la vie auprès de cet équipage de pirates, rencontrer d'autres pirates, dont un bateau exclusivement de pirates femmes. Je pense que c'est mon bateau pirate préféré. C'est un livre qui reprend vraiment tous les codes du livre young adult, des histoires de pirates, mais aussi de la romance entre deux personnages, quand on va du enemies to lover. Donc je dirais pas que c'est cliché, mais c'est classique. Et il n'y a rien de mal à ça, puisque j'ai passé un excellent moment, et que voilà, si vous avez envie de vous divertir, de passer un bon moment avec des pirates, je vous recommande La carte des confins. J'ai ensuite écouté en audiobook The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald, lu par Jake Gyllenhaal. C'est un classique que j'avais envie de lire depuis un petit moment, je suis contente de l'avoir écouté en anglais. Je pensais que ce serait un petit peu plus difficile d'accès, mais finalement ça a été. Notamment parce que j'ai bien accroché avec la diction de Jake Gyllenhaal. En même temps, c'est pas pour rien que j'ai choisi cet audiobook là, hein, puisqu'il y avait d'autres versions lues par d'autres personnes, mais j'ai choisi cette version là parce que c'est un acteur que j'aime bien, donc je savais que je prendrais plaisir à écouter sa voix. Donc effectivement j'ai passé un très bon moment, le livre est assez court, je pensais vraiment qu'il était plus long, je sais pas pourquoi, mais il est assez court et il se lit très bien. J'ai adoré vraiment découvrir le personnage de Gatsby et tout le paradoxe qu'il représente, cet homme qui fait des soirées énormes, qui fait tout ce qu'il peut pour s'attirer l'attention d'une femme, et qui a bâti sa vie en fait autour de l'amour qu'il a pour cette femme, et qu'il a laissé échapper il y a quelques années, et en fait il a tout reconstruit en fait à travers cette version qu'il avait d'elle et de leur relation. Je trouve ça assez impressionnant et assez triste en même temps. J'ai vu aucune des adaptations de ce livre, je compte voir le film, donc celui avec Leonardo DiCaprio. Je pense qu'il y en a eu d'autres, mais en tout cas c'est celui-ci qui me fait envie. Donc je pense que je le verrai enfin, puisque j'attendais d'avoir lu le livre pour le voir, donc là ça y est, je pourrais le voir. C'est donc un classique que j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture. Je sais pas pourquoi, je suis toujours intriguée et j'ai une certaine curiosité presque malsaine à suivre les gens de la classe sociale de Daisy dans l'histoire, donc les personnes assez riches, les nobles aristocratiques. Je sais pas pourquoi j'aime suivre leurs histoires et les voir prétendre qu'ils sont heureux. Je suis toujours assez fascinée par la manière dont ces personnes, cette classe sociale vit et est représentée dans ce type d'histoire, où voilà, tout est dans le grandiose, dans les mœurs, dans les bonnes mœurs, dans les codes, et en même temps à côté tout est dans les excès et dans les tromperies, et les mensonges et les manipulations. Enfin voilà, il y a un décalage qui est aussi énorme que la fortune de ces gens-là. Ensuite j'ai lu Du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro. C'est le deuxième livre de cet auteur que j'ai lu, puisque j'ai lu et adoré Je suis fille de rage. Dans ce roman on va suivre Sinan, qui est un personnage que l'on retrouve dans Royaume de vent et de colère,
que je n'ai pas encore lu, mais on le retrouve dedans sous le nom de Silas. Là en fait on va découvrir comment Sinan est devenu Silas. On va suivre son enfance en Espagne au XVIe siècle. Donc Sinan est un morisque, c'est donc un musulman converti au catholicisme. Il grandit à Grenade où en fait avec sa famille ils se présentent au monde extérieur comme des catholiques, mais dans leur vie privée ils sont toujours musulmans, ils pratiquent toujours leur religion. Donc il y a déjà un premier décalage en fait entre l'être et le paraître à l'extérieur qui les met constamment en danger puisque du coup ils sont dans l'ombre de l'Inquisition, il y a toujours un risque qu'ils se fassent arrêter pour pratiquer leur religion. À côté de ça, ils sont aussi dans l'ombre de leur père, un père violent qui les maltraite, lui et ses 2 sœurs, puisque Sinan a une sœur jumelle et une petite sœur. Donc on va suivre en fait cette fratrie, on va les regarder grandir dans ce climat qui est plein de tensions qui viennent autant de l'intérieur que de l'extérieur. Et on va voir en fait ces trois gamins se développer comme ça, sous ces tensions. Et donc à l'aube des guerres de religion, Sinan et sa sœur jumelle vont partir à Montpellier pour étudier la médecine, mais aussi à la recherche d'une pierre magique, puisqu'il y a une petite pointe de magie dans cette histoire, et l'alchimie va être au cœur de leur recherche. Donc à une période où les catholiques et les protestants se font la guerre, où les catholiques massacrent les musulmans, on est vraiment en pleine guerre des religions et on va suivre Sinan essayer de faire son chemin au milieu de tout ça et changer petit à petit au fil de ses rencontres et au fil de ses découvertes de l'apprentissage de sa vie. D'abord à l'ombre de son père et ensuite loin de lui, loin de cette influence, il va se découvrir une nouvelle personnalité, de nouvelles choses. On va suivre aussi sa sœur qui est le personnage qui va nous montrer la différence que ça fait d'être une femme dans ce monde-là. Et j'ai été complètement prise dans cette histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré découvrir ce personnage de Sinan. J'aime beaucoup la manière dont les religions sont abordées, dont le sujet est traité. Par contre, il y a des petites choses qui m'ont dérangée, notamment une relation incestueuse au début du livre, qui n'est pas dénoncée. Elle est juste décrite, elle est là, mais à aucun moment elle n'est dénoncée comme étant anormale en fait. Donc ça m'a un peu dérangée parce que je me dis que moi j'ai la maturité de voir que c'est pas normal. Par contre, tous les lecteurs ne l'auront pas forcément. Donc pour moi, ça aurait dû être explicité. Ou au moins être ressenti dans l'écriture. Et là, c'était pas forcément le cas. Donc ça, c'est le petit bémol que je mettrais à ce livre. Par contre, pour tout le reste, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai adoré découvrir l'histoire de ce point de vue-là. Donc vraiment en plein cœur d'abord de Grenade, puis de Montpellier. Pour découvrir et suivre et vivre ces tensions dont la religion est au cœur. Ça m'a permis de revoir, de réapprendre certaines notions de mes cours d'histoire que j'avais un petit peu complètement oubliées et que j'ai trouvé très intéressant de retrouver ici. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, c'est La princesse de Montpensier de Madame de Lafayette que j'ai écouté en audiobook. Donc c'est un roman classique dans lequel on va suivre la princesse de Montpensier ainsi que ses déboires amoureux. C'est une nouvelle, c'est très court. Et donc on va suivre donc cette princesse et son évolution. Alors c'est très court, j'ai été plutôt bien prise dans l'histoire, j'ai aimé voilà, suivre cette princesse de Montpensier et ses relations avec ses amants ou avec ses hommes qui étaient amoureux d'elle, ainsi qu'avec son mari. Mais c'était trop court en fait, trop court pour que je m'attache vraiment à elle ou pour que vraiment je m'inquiète ou que j'imagine que ça pourrait aller dans un sens ou dans un autre. Ça manquait un petit peu d'exploitation du fait que ce soit aussi court et ça fait qu'à la fin je suis restée un petit peu dubitative, un petit peu sur ma faim, voilà, sur cette histoire. J'avoue que je n'ai jamais lu d'autres livres de Madame de Lafayette et je n'avais jamais entendu parler de celui-ci, donc c'était vraiment une découverte un petit peu par hasard en baladant sur Audible. Mais voilà, ça a été une bonne lecture et ça me donne envie de continuer sur cette lancée. Mais voilà, c'était tellement court que j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Donc voilà pour cette update lecture, ça fait donc 11 lectures pour le mois de mai. Il y en aura très certainement beaucoup moins pour le mois de juin parce que je suis en vacances à droite à gauche pendant tout le mois de mai, donc je pense que je n'aurai pas beaucoup de temps pour lire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Si vous voulez plus de détails, plus d'informations sur l'un ou l'autre, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à me dire aussi ce que vous lisez en ce moment. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.